Strasbourg, un soir glacial de décembre 1995. La maison de la famille Meyerg baigne dans un silence de cathédrale, contrastant violemment avec la scène qui se joue dans la salle à manger. Sur la table, 5 assiettes de soupe fument encore, libérant des volutes de vapeur qui dansent dans l'air immobile. La télévision, réglée sur le journal de 20 heures, diffuse ses nouvelles en boucle devant des chaises vides. Aucune trace de lutte, aucun verre brisé, seulement cette absence soudaine et totale qui glace le sang des premiers policiers arrivés sur les lieux après l'appel inquiet des voisins. Le mystère s'épaissit immédiatement lorsque l'inspecteur tente de comprendre comment une famille entière a pu se volatiliser sans laisser de traces. Toutes les portes sont verrouillées de l'intérieur. Les clés reposent sagement dans le vide-poche de l'entrée et les fenêtres sont hermétiquement closes. Les passeports, les portefeuilles et même les jouets préférés des enfants sont toujours là, comme si le temps s'était figé en une fraction de seconde. La police, désemparée face à cette énigme de chambre close, conclut hâtivement à une fuite organisée à l'étranger, classant l'affaire trop vite. 20 ans plus tard, le bruit des masses brisant les murs réveille les fantômes de cette demeure maudite. Les nouveaux propriétaires, décidés à rénover le grenier, abattent une cloison oubliée et découvrent une cachette dissimulée dans l'isolation. À l'intérieur, couvert de poussière et de secrets, repose le journal intime de la fille aînée. Ce qu'ils y lisent va faire basculer l'histoire du fait divers banal à l'horreur pure. L'homme qui vivait avec eux, celui qu'ils appelaient affectueusement Tonton Marc, n'était pas leur oncle, mais un imposteur infiltré attendant son heure. Avant de découvrir ce que contenaient ces journaux, j'ai une question pour vous. Si un inconnu prétendant être de votre famille se présentait chez vous après des années d'absence, lui ouvririez-vous la porte? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de lire vos réponses. Profitez-en pour nous dire de quelle ville vous suivez cette enquête et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à atteindre l'objectif de 5000 abonnés. C'est fait? Alors retournons en 1995. Strasbourg est une ville où l'histoire se lit sur les façades, mais dans le quartier résidentiel de la Robertsau, les maisons modernes cachent bien leur jeu. La famille Meyerg représentait l'idéal de la réussite alsacienne des années 90. Jean, le père, était un architecte respecté, et Sophie, la mère, gérait une galerie d'art au centre-ville. Leurs 2 enfants, Lucas et Emma, étaient polis et brillants à l'école. Rien ne laissait présager que derrière cette façade bourgeoise, un drame psychologique complexe se nouait lentement. Tout a changé 6 mois avant cette fameuse soirée de décembre, lorsque Jean a annoncé l'arrivée de son frère éloigné, Marc. Personne n'avait jamais entendu parler de ce Marc auparavant, mais Jean expliquait qu'il revenait d'un long voyage humanitaire en Afrique et avait besoin d'un toit pour se réinsérer. L'homme qui a franchi le seuil de leur porte était charismatique, cultivé et d'une politesse excessive. Il a rapidement conquis les enfants, avec des récits d'aventures exotiques, et s'est rendu indispensable aux yeux de Sophie par sa serviabilité. Pourtant, l'atmosphère de la maison a commencé à s'alourdir de manière imperceptible. Les voisins ont remarqué que les volets restaient fermés plus longtemps le matin et que les rires des enfants dans le jardin se faisaient plus rares. Emma, l'adolescente de 14 ans, avait cessé d'inviter ses amis à la maison, prétextant une surcharge de travail scolaire. Les collègues de Jean le trouvaient distrait, presque hagard, comme s'il portait un secret trop lourd ou une peur qu'il n'osait verbaliser. L'oncle Marc, lui, était omniprésent. En 1995, les moyens d'investigation n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Pas de traçage GPS sur les téléphones, pas de caméras de surveillance à chaque coin de rue. C'était une époque où il était encore possible de disparaître si l'on s'y prenait bien. Lorsque la police a découvert la maison vide, l'hypothèse de la fuite volontaire pour échapper à des dettes cachées a semblé la plus plausible. Ils ont ignoré les petits détails discordants, préférant une explication rationnelle à l'idée terrifiante qu'un prédateur avait dormi sous leur toit. L'arrivée de celui qu'ils allaient appeler l'oncle Marc a marqué le début de la fin pour la famille Meyerg, une descente aux enfers qui a commencé par une soirée pluvieuse de juin. Jean était allé chercher cet homme à la gare de Strasbourg, revenant à la maison avec une nervosité que Sophie n'avait jamais vue chez son mari auparavant. Marc est entré dans le vestibule avec une valise en cuir usé et un regard qui semblait scanner chaque recoin de la maison, évaluant la valeur des objets et la solidité des serrures. Il a souri à Sophie, un sourire trop large qui ne montait pas jusqu'à ses yeux gris et froids.
et a complimenté la décoration avec une précision presque chirurgicale qui a mis tout le monde mal à l'aise. Les premiers jours, Mark a joué le rôle de l'invité parfait, s'intégrant dans la routine familiale avec une facilité déconcertante qui aurait dû alerter les parents. Il se levait avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner, disposant les couverts avec une symétrie maniaque et insistant pour que les enfants finissent leur assiette jusqu'à la dernière miette. Lucas, le plus jeune, était fasciné par cet homme qui prétendait avoir chassé des lions en Afrique et construit des ponts en Asie, buvant ses paroles comme du petit lait. Emma, plus âgée et plus observatrice, gardait une certaine distance, trouvant que les histoires de cet oncle manquaient de détails concrets et semblaient tirées de romans d'aventure bon marché. Jean, habituellement le patriarche autoritaire de la maison, semblait rétrécir physiquement en présence de son prétendu frère, cédant sa place en bout de table sans la moindre protestation. Il passait de longues heures enfermé dans son bureau avec Mark, d'où s'échappèrent parfois des éclats de voix étouffés, suivis de longs silences pesants qui traversèrent les murs. Sophie tentait de maintenir une apparence de normalité, organisant des dîners où Mark charmait les invités par sa culture et son éloquence, volant la vedette à un Jean de plus en plus effacé. Personne ne remarquait que Jean ne buvait plus, qu'il avait cessé de rire et que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il servait le vin à cet homme qui s'installait comme un roi. Au fil des semaines, l'emprise de Mark s'est resserrée sur la maison comme un lierre venimeux, étouffant lentement un arbre centenaire et robuste. Il a commencé à suggérer des changements dans l'éducation des enfants, critiquant le laxisme de Sophie et imposant des règles strictes sur les horaires de sortie et les fréquentations. Il a convaincu Jean que la sécurité du quartier se dégradait, l'incitant à installer de nouvelles serrures plus complexes sur toutes les portes et à renforcer les volets des fenêtres du rez-de-chaussée. La maison, autrefois ouverte et lumineuse, se transformait peu à peu en forteresse, isolant la famille du reste du monde et créant un huis clos étouffant. L'atmosphère est devenue particulièrement lourde lorsque Mark a commencé à s'immiscer dans les finances de la famille, prétextant vouloir aider Jean à optimiser ses investissements pour l'avenir. Sophie a découvert des relevés bancaires montrant des retraits importants en espèces, mais chaque fois qu'elle essayait d'en parler à Jean, il se fermait ou se mettait en colère. Il répétait machinalement que Mark savait ce qu'il faisait, qu'il fallait lui faire confiance, comme s'il récitait un texte appris par cœur sous la contrainte. La galerie d'art de Sophie a commencé à en pâtir, car elle passait ses journées à s'inquiéter de ce qui se passait chez elle, au lieu de gérer ses affaires. Les enfants ont été les premières victimes directes de ce changement de régime, voyant leur liberté se réduire comme peau de chagrin sous le regard inquisiteur de l'oncle. Mark avait instauré des séances de tutorat le soir, où il interrogeait Lucas et Emma sur leurs leçons avec une sévérité qui frisait la cruauté mentale. Si l'un d'eux échouait à répondre correctement, il les fixait en silence pendant d'interminables minutes, créant une tension insupportable jusqu'à ce qu'ils fondent en larmes. Jean n'intervenait jamais, restant assis dans son fauteuil à regarder le vide, comme s'il avait abandonné son rôle de père pour devenir un simple spectateur de sa propre vie. L'isolement social de la famille s'est accéléré lorsque le téléphone a cessé de sonner, Mark ayant convaincu Jean de changer de numéro pour éviter d'être dérangé par des démarcheurs imaginaires. Les amis qui passaient à l'improviste trouvaient porte close, ou étaient reçus par Mark qui prétextait une maladie contagieuse ou une crise familiale pour les éloigner poliment mais fermement. Les voisins ont commencé à jaser, remarquant que la berline de Jean ne quittait plus le garage et que les courses étaient livrées par camionnette. La famille Meyergue devenait une île déserte au milieu d'un quartier résidentiel, invisible aux yeux de tous alors que le drame se jouait à l'intérieur. C'est à cette période qu'Emma a commencé à tenir son journal intime avec une assiduité nouvelle, cherchant un exutoire à l'angoisse qui lui nouait l'estomac chaque jour. Elle écrivait tard la nuit, cachée sous sa couette avec une lampe de poche, décrivant les bruits de pas qu'elle entendait dans le couloir et les conversations étranges entre son père et l'oncle. Elle notait que Mark ne dormait presque jamais, qu'il semblait toujours en patrouille dans la maison, vérifiant les fenêtres et écoutant aux portes. Ses écrits témoignaient de la transformation de son père, qu'elle décrivait comme un fantôme hantant sa propre maison, vidée de sa substance vitale. Le mois de novembre a apporté un froid précoce sur Strasbourg, ajoutant une couche de grisaille à l'ambiance déjà moribonde de la maison des Meyergue.
Marc avait désormais pris le contrôle total, décidant des menus, des programmes télévisés autorisés et même de la température du chauffage central. Il passait ses journées à fouiller dans les vieux papiers de Jean, triant, classant et brûlant des documents dans la cheminée du salon avec une satisfaction sadique. Sophie, épuisée nerveusement, passait ses journées au lit, prétextant des migraines, pour échapper à la présence oppressante de cet homme qui avait volé sa vie. Une semaine avant la disparition, un incident étrange s'est produit qui aurait dû être le signal d'alarme définitif pour quiconque observait la situation de l'extérieur. Le facteur a aperçu Jean dans le jardin, tentant de lui passer un bout de papier à travers la grille, mais Marc est surgi de nulle part pour l'intercepter. Jean a reculé immédiatement, baissant la tête comme un chien battu, et est rentré dans la maison sans un mot, laissant le facteur perplexe et inquiet. Ce dernier a signalé l'incident à la police locale, mais sans preuve de violence, sa main courante est restée lettre morte, perdue dans la bureaucratie administrative. La tension est montée d'un cran lorsque Marc a annoncé qu'ils allaient tous partir en voyage pour Noël. Un projet qui semblait sortir de nulle part et qui n'enchantait personne. Il a forcé Sophie à faire les valises, vérifiant chaque vêtement et interdisant aux enfants d'emporter quoi que ce soit de personnel ou de sentimental. Emma a écrit dans son journal qu'elle avait peur de ce voyage, qu'elle sentait que ce n'était pas des vacances, mais une fuite sans retour. Elle a caché son journal dans une fente qu'elle avait repérée derrière une plainte de sa chambre, espérant le récupérer à son retour. Les derniers jours ont été marqués par un calme étrange, comme le recul de la mer avant un tsunami dévastateur, qui s'apprête à tout ravager sur son passage. Marc était d'une humeur joviale, sifflotant des airs inconnus tout en préparant ce qui allait être leur dernier repas dans cette maison. Il a insisté pour cuisiner lui-même une soupe traditionnelle, y ajoutant des herbes qu'il avait apportées dans sa valise lors de son arrivée 6 mois plus tôt. Jean a passé la journée à écrire des lettres qu'il n'a jamais postées, les déchirant ensuite en 1000 morceaux qu'il a jetés dans les toilettes. Le soir du drame, la neige tombait doucement sur le toit, étouffant les bruits de la ville et enveloppant la maison dans un cocon blanc et silencieux. La table était mise avec l'argenterie des grands jours, les serviettes pliées en forme de cygne, une mise en scène grotesque pour un dîner familial sous haute tension. Les enfants se sont assis sans un mot, regardant leur père pour chercher un signe de réconfort qu'il était incapable de leur donner. Sophie avait les yeux rouges, trace de larmes récentes, mais elle a forcé un sourire pour ne pas contrarier Marc qui présidait la table. Marc a servi la soupe avec une louche en argent, remplissant chaque assiette avec une égalité parfaite, veillant à ce que chacun ait sa part de ce breuvage fumant. Il a porté un toast à la famille, à l'unité et au futur, des mots qui sonnaient faux et menaçants dans le silence de la salle à manger. Personne n'a répondu, mais tous ont levé leur cuillère, obéissant à l'autorité implicite qui régnait désormais en maître absolu sur leur existence. C'est à ce moment précis que le temps semble s'être arrêté pour la famille Meyerg, figée dans cette dernière image de domesticité apparente. Ce qui s'est passé ensuite reste flou, une ellipse temporelle que seule l'analyse minutieuse de la scène de crime a permis de tenter de reconstituer par la suite. On sait que la télévision a été allumée pour couvrir le bruit, le volume réglé assez haut pour masquer toute conversation ou tout cri éventuel. On sait aussi que les verrous ont été vérifiés une dernière fois, scellant le destin de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de cette prison dorée. La maison s'est refermée sur ses secrets, gardant jalousement la vérité de cette nuit fatidique entre ses murs épais. Les lumières sont restées allumées toute la nuit, projetant des ombres immobiles à travers les rideaux tirés, témoins muets de l'absence de mouvement à l'intérieur. Le chauffage a continué de ronronner, maintenant une température constante, alors que la vie s'était évaporée des pièces principales. De l'extérieur, tout semblait normal, une maison endormie parmi d'autres dans un quartier paisible de Strasbourg en période de fête. Mais à l'intérieur, l'ordre naturel des choses avait été brisé, remplacé par un vide abyssal et terrifiant. Au petit matin, le facteur a remarqué que la boîte aux lettres n'avait pas été relevée la veille, ce qui était inhabituel pour Jean qui attendait son courrier avec impatience. Il a sonné, mais personne n'a répondu, et le silence qui a suivi son appel avait une qualité lourde et anormale. Il a fait le tour de la maison, essayant de jeter un coup d'œil par les fentes des volets, mais tout était hermétiquement clos. C'est son intuition, ce sentiment indéfinissable que quelque chose clochait terriblement, qui l'a poussé à appeler la police plutôt que de passer son chemin. La patrouille de police est arrivée 2 heures plus tard.
traitant l'appel comme une simple vérification de routine sans urgence particulière. Ils ont frappé, appelé et finalement décidé de faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte d'entrée blindée sans l'endommager inutilement. Le serrurier a mis près de 45 minutes à percer le mécanisme complexe que Mark avait fait installer quelques mois plus tôt. Lorsque la porte s'est enfin ouverte, l'air chaud et l'odeur de soupe froide les ont accueillis, ainsi que le son ininterrompu de la télévision. Les policiers ont avancé prudemment, l'arme au poing, s'attendant à trouver une scène de crime sanglante ou des cambrioleurs encore sur place. Mais ils n'ont trouvé que le vide. 5 chaises repoussées, 5 assiettes pleines et une maison qui semblait retenir son souffle. Ils ont fouillé chaque pièce, du grenier à la cave, ouvrant les placards et regardant sous les lits, mais la famille Meyerg avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune goutte de sang, juste cette absence totale et inexplicable qui défiait toute logique. C'est ainsi que s'est achevé le premier acte de cette tragédie, par une énigme qui allait hanter les enquêteurs pendant 2 décennies. L'arrivée de Mark avait été le catalyseur d'une réaction chimique lente et destructrice, mais sa disparition simultanée avec la famille ne faisait qu'épaissir le mystère. Qui était cet homme? Où avait-il emmené Jean, Sophie, Lucas et Emma? Et surtout, comment 5 personnes avaient-elles pu se volatiliser d'une maison verrouillée de l'intérieur sans laisser la moindre trace derrière elles? L'enquête qui a suivi la découverte de la maison vide a été marquée dès le début par une confusion totale et des erreurs de procédure regrettables. Les premiers officiers sur place, déconcertés par l'absence de corps, n'ont pas immédiatement sécurisé la scène comme un lieu de crime potentiel. Ils ont marché dans la maison, touché les poignées de porte et déplacé les chaises, contaminant involontairement les preuves microscopiques qui auraient pu être cruciales. Ils pensaient avoir affaire à un départ précipité, peut-être une urgence médicale collective ou une fuite organisée, et non à une scène de crime complexe. Ce n'est que le lendemain, lorsque les collègues de Jean et de Sophie ont confirmé leur absence inexpliquée au travail, que la brigade criminelle a été saisie de l'affaire. Le commissaire divisionnaire, un homme pragmatique proche de la retraite, a immédiatement orienté l'enquête vers la thèse de la disparition volontaire. Pour lui, les signes étaient en clair. La maison était verrouillée de l'intérieur, les passeports manquaient, bien qu'on ne l'ait pas vérifié tout de suite avec certitude, et Jean avait vidé ses comptes bancaires récemment. C'était le scénario classique de la famille surendettée qui refait sa vie sous les tropiques. Les techniciens de la police scientifique ont passé la maison au peigne fin, relevant des centaines d'empreintes digitales, la plupart appartenant à la famille. Ils ont trouvé des traces d'un 5e individu, présumé être l'oncle Mark, sur les verres, les couverts et dans la chambre d'amis. Cependant, lorsqu'ils ont entré ces empreintes dans le fichier national automatisé, aucune correspondance n'est sortie. L'homme était un fantôme administratif. Cela aurait dû les alerter, mais cela a renforcé la théorie d'un complice aidant la famille à disparaître incognito. L'analyse de la soupe restée dans les assiettes a révélé des traces de sédatifs puissants, une découverte qui a brièvement ébranlé la certitude du commissaire. Pourquoi droguer sa propre famille avant de partir en voyage? L'explication retenue fut que Jean ou Marc voulaient s'assurer que les enfants et Sophie soient calmes pour le voyage clandestin. Cette interprétation biaisée a empêché les enquêteurs de voir la vérité beaucoup plus sombre, que le repas n'était pas un prélude au voyage, mais une étape de neutralisation. Les médias locaux se sont emparés de l'affaire avec une ferveur morbide, titrant sur « Le mystère de la maison close » et spéculant sur les destinations exotiques de la famille. Des témoins ont cru voir Jean à l'aéroport de Francfort, d'autres ont juré avoir aperçu Sophie dans un hôtel en Suisse. Chaque signalement, aussi farfelu soit-il, était vérifié par la police, dispersant les ressources et l'énergie des enquêteurs dans des directions inutiles. Pendant ce temps, la piste locale, celle de la maison elle-même et de ses environs immédiats, était négligée. L'identité de l'oncle Marc est devenue le point central des interrogations journalistiques, forçant la police à creuser davantage ce profil énigmatique. Jean n'avait qu'un frère connu, décédé en bas âge, ce qui rendait l'existence de ce Marc biologiquement impossible. En interrogeant la mère de Jean, atteinte d'Alzheimer dans une maison de retraite, les policiers n'ont obtenu que des phrases incohérentes sur un « ami de l'ombre ». Ils ont conclu que Marc était un usurpateur, un escroc professionnel qui avait manipulé Jean, mais ils pensaient qu'il était parti avec eux. Les mois ont passé et l'enquête a commencé à s'enliser,
faute de nouveaux éléments concrets pour relancer les investigations. La voiture de la famille a été retrouvée garée sur le parking longue durée de la gare, soigneusement nettoyée, sans aucune empreinte exploitable. C'était un leurre parfait confirmant la thèse du départ en train vers une destination inconnue, et la police est tombée dans le panneau. Le dossier a été progressivement relayé au bas de la pile, devenant l'un de ces cold cases qui prennent la poussière sur les étagères des archives. Un an après la disparition, la justice a désigné un administrateur pour gérer les biens de la famille Meyerg, en attendant une déclaration officielle de décès ou un retour. La maison est restée sous scellé pendant un certain temps, puis a été libérée, mais personne ne voulait l'habiter ou l'acheter au prix du marché. Elle a acquis une réputation de maison hantée dans le quartier, les enfants traversant la rue pour ne pas passer devant ses fenêtres closes. Le jardin est devenu une jungle, les herbes folles envahissant l'allée et grimpant le long des murs de crépi blanc. Les théories du complot ont fleuri sur les premiers forums internet de l'époque, certains internautes affirmant que la famille avait été exfiltrée par des services secrets. D'autres pensaient qu'ils avaient rejoint une secte apocalyptique, guidée par le gourou Mark, vers une fin tragique dans un autre pays. Ces spéculations n'ont fait qu'ajouter au brouillard entourant l'affaire, rendant la vérité encore plus inaccessible. La famille Meyerg était devenue une légende urbaine, une histoire qu'on se racontait pour se faire peur le soir au coin du feu. 5 ans plus tard, la banque a finalement saisi la maison pour couvrir les dettes hypothécaires qui s'étaient accumulées en l'absence de paiement. Elle a été mise aux enchères, mais les acheteurs potentiels se désistaient les uns après les autres en apprenant l'histoire des lieux. Finalement, elle a été vendue pour une bouchée de pain à une société immobilière qui prévoyait de la raser pour construire un petit immeuble. Mais le projet a capoté à cause de problèmes de permis de construire, et la maison est restée debout, vide et silencieuse. Pendant 20 ans, la maison a subi les assauts du temps et des squatteurs occasionnels qui bravaient la peur pour y passer une nuit. Des graffitis sont apparus sur les murs intérieurs, des vitres ont été brisées, mais la structure principale est restée étonnamment intacte. Les voisins ont continué de surveiller les lieux, appelant la police au moindre bruit suspect, empêchant ainsi une dégradation totale. C'était comme si le quartier lui-même veillait sur le tombeau de la famille Meyerg, attendant que la vérité éclate. L'inspecteur principal qui avait dirigé l'enquête est parti à la retraite avec le regret amer de n'avoir jamais résolu cette énigme qui a marqué sa carrière. Il a gardé une copie du dossier chez lui, relisant les procès-verbaux le soir, cherchant le détail qui lui aurait échappé. Il était persuadé qu'il n'était jamais parti, que la clé de l'énigme se trouvait quelque part dans cette maison ou ses alentours. Mais sans corps et sans aveu, son intuition ne valait rien face à la machine judiciaire qui avait classé l'affaire. En 2015, de nouveaux propriétaires, un jeune couple d'architectes parisiens, ignorant tout du passé macabre de la demeure, ont racheté la maison. Ils ont été séduits par l'architecture des années 90 et le potentiel de rénovation, voyant au-delà de la négligence et de la poussière. Ils ont signé l'acte de vente avec enthousiasme, projetant de transformer ce lieu sombre en une maison familiale lumineuse et moderne. Ils ne savaient pas qu'ils venaient d'acheter une scène de crime figée dans le temps. Les travaux de rénovation ont commencé par le nettoyage du jardin, révélant des jouets d'enfants enfouis sous la végétation, vestiges poignants d'une vie interrompue. Le couple a trouvé ces découvertes charmantes, presque archéologiques, sans se douter de l'histoire tragique qu'elles racontaient. Ils ont décidé de garder certains éléments vintage de la maison, tout en abattant les cloisons pour ouvrir les espaces. C'est cette volonté de tout ouvrir qui allait finalement libérer les secrets emmurés depuis 2 décennies. L'entrepreneur engagé pour les grosses œuvres, un homme du coin qui connaissait les rumeurs, était réticent à l'idée de travailler dans cette maison maudite. Il a prévenu les propriétaires qu'il y avait une mauvaise énergie ici, mais le couple, rationnel et cartésien, a ri de ces superstitions rurales. Ils ont insisté pour commencer par le grenier, voulant créer une suite parentale sous les combles. C'était la pièce que Marc avait occupée, celle où il avait passé des heures à observer le quartier par la lucarne. Les plans de la maison d'origine, récupérés aux archives municipales, montraient une configuration du grenier légèrement différente de la réalité. Il semblait y avoir un espace perdu, une zone morte entre le mur de la chambre d'amis et la pente du toit. Les architectes ont pensé qu'il s'agissait d'un coffrage pour la cheminée ou la ventilation, une bizarrerie de construction courante. Ils ont décidé d'abattre cette cloison pour gagner quelques mètres carrés précieux. Le jour où les ouvriers sont montés avec les masses,
L'atmosphère dans la maison a semblé changer, comme si les murs savaient que leur silence allait être brisé. Le premier coup de masse a résonné lourdement, faisant vibrer la charpente poussiéreuse. Le plâtre a cédé facilement, révélant non pas des briques ou du béton, mais une structure en bois rajoutée maladroitement. C'était une cachette, un espace délibérément soustrait aux regards et aux plans officiels. Derrière la cloison, dans l'obscurité confinée de cet espace clos, reposait une boîte en métal rouillé et un sac de sport en toile moisie. L'entrepreneur a arrêté ses hommes, sentant que cette découverte dépassait le cadre d'un simple chantier de rénovation. Il a appelé les propriétaires qui étaient au rez-de-chaussée, leur demandant de monter immédiatement. Le silence qui a suivi l'ouverture de la cachette était le même que celui qui avait accueilli la police 20 ans plus tôt. Les propriétaires ont éclairé l'intérieur avec leur téléphone portable, révélant le contenu hétéroclite de la cachette, des papiers, des vêtements et plusieurs cahiers à spirale. L'un des cahiers portait sur sa couverture, écrit au feutre rose délavé, le prénom Emma. C'était le journal intime de l'adolescente disparue, la boîte noire de la tragédie des Meyergues. Sans le savoir, ils tenaient entre leurs mains la clé qui allait faire exploser la thèse de la fuite à l'étranger. La police a été appelée de nouveau, 20 ans après le premier appel, rouvrant un dossier que tout le monde croyait clos à jamais. Cette fois, la scène a été traitée avec le sérieux d'une enquête criminelle, le chantier arrêté et la maison mise sous scellé, une nouvelle fois. Le journal d'Emma allait être lu, analysé et décortiqué, révélant jour après jour l'horreur de ce qui s'était réellement passé. La vérité, cachée derrière une simple cloison de plâtre, était prête à émerger. La lecture du journal d'Emma a plongé les enquêteurs dans une intimité glaçante, celle d'une adolescente observant la désintégration de sa famille avec une lucidité terrifiante. Le commissaire en charge de la réouverture du dossier a décidé de lire lui-même les originaux, refusant de se fier à une simple transcription dactylographiée. Les premières pages étaient banales, racontant des histoires de collège, de garçons et de disputes avec ses parents, ancrant le récit dans une normalité rassurante. Mais la date du 14 juin 1995 marquait une rupture nette, l'écriture devenant plus petite, plus serrée, comme si Emma cherchait à se faire toute petite sur le papier. « Il est arrivé aujourd'hui. Papa dit que c'est tonton Marc, mais je ne l'ai jamais vu sur les photos de mamie », écrivait-elle ce jour-là. Cette simple phrase confirmait les soupçons des enquêteurs. Marc était un inconnu total pour les enfants, parachuté dans leur vie par un père sous emprise. Emma décrivait ensuite l'odeur de cet homme, un mélange de tabac froid et d'eau de Cologne bon marché qui lui donnait la nausée. Elle notait comment il la regardait, non pas comme une nièce, mais comme un objet qu'il étudiait, ce qui la mettait profondément mal à l'aise. Les entrées suivantes détaillaient le processus de manipulation psychologique mis en place par l'imposteur, avec une précision effrayante. Emma racontait comment Marc montait son père contre sa mère, chuchotant à l'oreille de Jean que Sophie dépensait trop, qu'elle était infidèle, qu'elle ne le respectait pas. « Papa ne parle plus à maman, il ne parle qu'à lui », écrivait-elle, utilisant une majuscule pour désigner Marc, comme s'il était devenu une divinité maléfique. Elle décrivait les pleurs de sa mère la nuit, étouffée par l'oreiller, et l'indifférence glaciale de son père. Un passage particulièrement troublant relatait une scène où Marc avait forcé Lucas, le petit frère, à tuer son hamster soi-disant malade pour apprendre à être un homme. Emma avait assisté à la scène, cachée derrière la porte, terrifiée par la cruauté calme de l'oncle et la soumission de Lucas. Il a dit que la faiblesse était une maladie et qu'il fallait l'éliminer, rapportait-elle, des mots qui résonnaient comme une prophétie macabre. Jean n'avait rien dit, se contentant de hocher la tête quand Marc lui avait expliqué que c'était une leçon de vie nécessaire. Le journal révélait également que Marc fouillait les chambres des enfants pendant leur absence, Emma ayant retrouvé ses affaires déplacées à plusieurs reprises. Elle avait commencé à placer des cheveux sur ses tiroirs pour vérifier ses soupçons, une astuce d'espionne qu'elle avait vue dans un film. Le cheveu n'était plus là, il allumait l'être. « Il sait tout », écrivait-elle avec une écriture tremblante. C'est à ce moment-là qu'elle avait décidé de cacher son journal derrière la plainte, son seul refuge secret dans une maison devenue prison. Au milieu du journal, une découverte majeure a fait bondir les enquêteurs. Emma avait trouvé le portefeuille de Marc laissé sans surveillance dans la salle de bain. Elle avait eu le courage de l'ouvrir et d'y regarder rapidement. Sa carte d'identité ne dit pas Marc Meyergues, elle dit Marcel Fin.
Et il y a une autre photo d'un homme qui lui ressemble mais plus jeune. Elle n'avait pas eu le temps de lire le nom de famille complet, entendant des pas dans le couloir, mais Marcel Saint était un indice colossal. La police a immédiatement lancé une recherche dans les bases de données criminelles pour tous les Marcel Saint ayant un passif d'escroquerie ou de violence dans les années 90. Un nom est ressorti, Marcel Varin, un manipulateur narcissique condamné pour abus de faiblesse et sorti de prison 6 mois avant son arrivée chez les Meyergues. Il avait été le compagnon de cellule d'un certain Jan Meyergue. Non, pas Jean, mais un homonyme ou une confusion? Non, Jean n'avait jamais fait de prison. Le lien devait être ailleurs, peut-être une correspondance ou un secret du passé de Jean que Varin exploitait. Le journal continuait, décrivant la paranoïa croissante de Jean, alimentée par les mensonges de Varin. Papa a mis des planches aux fenêtres de la cave aujourd'hui. Il dit que les gens nous en veulent. C'est lui qui lui met ses idées dans la tête. Emma comprenait que son père était devenu une marionnette, mais elle se sentait impuissante pour le sauver. Elle racontait comment elle avait essayé d'appeler sa grand-mère, mais que Marc avait coupé le fil du téléphone sous ses yeux, avec une paire de ciseaux, souriant tout le temps. Vers la fin du mois de novembre, le ton du journal changeait, passant de la peur à une sorte de résignation désespérée. Emma mentionnait des réunions obligatoires dans le salon où Marc leur expliquait qu'ils allaient devoir partir pour renaître. Il parlait d'un grand voyage, d'une purification, utilisant un vocabulaire pseudo-religieux qui effrayait l'adolescente. « Je ne veux pas renaître, je veux juste aller à l'école et voir mes amis », écrivait-elle, une phrase d'une simplicité déchirante. L'avant-dernière entrée était datée de la veille de la disparition. Il a préparé des valises, mais elles sont vides. Je l'ai vu les remplir de vieux journaux pour faire croire qu'elles sont pleines. Pourquoi? Cette observation géniale de l'adolescente détruisait la théorie de la fuite. On ne part pas en voyage avec des valises pleines de papier journal. C'était une mise en scène, un décor de théâtre pour tromper les voisins et la police. Il n'allait nulle part. La dernière entrée, écrite le matin même du 23 décembre, était la plus courte et la plus terrible. Maman pleure sans s'arrêter. Papa a le regard vide. Il prépare la soupe spéciale pour ce soir. Il a dit que ça nous ferait dormir et qu'après, tout irait mieux. J'ai peur. Si quelqu'un trouve ce carnet, sachez que je n'ai pas voulu partir. C'est lui. C'est l'oncle Marc. Il nous regarde comme si nous étions déjà morts. L'écriture s'achevait par une traînée d'encre, comme si elle avait dû cacher le carnet précipitamment. La lecture de ces mots a provoqué un silence de mort dans le bureau du commissaire. Ce n'était pas une disparition volontaire, c'était un massacre familial prémédité, orchestré par un prédateur qui avait joué avec ses victimes pendant 6 mois. La mention de la soupe spéciale confirmait l'empoisonnement ou la sédation, mais la question demeurait, si les valises étaient fausses et qu'ils n'étaient pas partis, où étaient les corps? Le journal donnait un indice subtil, que les enquêteurs avaient manqué lors de la première lecture. Emma mentionnait souvent que Marc passait beaucoup de temps à la cave, à faire du béton, pour soi-disant renforcer les fondations. Il y a un nouveau mur dans la cave, au fond, derrière les étagères à vin. Il dit que c'est pour l'humidité. Un nouveau mur, une construction récente en 1995. Les policiers sont retournés dans la maison avec un radar à pénétration de sol et des masses. Ils sont descendus dans la cave, cet endroit humide et sombre que les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore touché. Derrière les vieilles étagères en bois pourri, ils ont trouvé une section de mur dont le béton semblait légèrement différent, plus grossier que le reste des fondations centenaires. Le radar a indiqué des anomalies de densité derrière cette paroi. L'ordre de démolir a été donné. Les coups de masse ont résonné à nouveau, comme un écho sinistre de ceux donnés dans le grenier quelques jours plus tôt. Le béton était épais, armé, conçu pour durer éternellement et garder son secret. Il a fallu des heures pour percer une brèche suffisante pour passer une caméra endoscopique. Ce que l'écran a révélé a fait détourner le regard même aux flics les plus endurcis. Ils étaient là tous les 5. Jean, Sophie, Lucas, Emma et même Marc, ou du moins l'homme qui se faisait appeler Marc. Contrairement à la théorie de la fuite du coupable, le manipulateur était mort avec ses victimes. Ils étaient assis en cercle dans une mise en scène macabre, comme s'ils tenaient un dernier conseil de famille éternel. Le journal d'Emma avait dit la vérité jusqu'au bout. Ils n'étaient jamais partis. Ils étaient juste sous les pieds des vivants depuis 20 ans. La découverte des corps a résolu le mystère de la disparition,
mais a ouvert une nouvelle série de questions vertigineuses. Pourquoi Marcel Varin s'était-il suicidé avec eux? Quel était le but de cette manipulation de 6 mois si c'était pour finir emmuré dans une cave? L'autopsie allait devoir parler, raconter l'histoire que les murs avaient tue. Le journal d'Emma avait donné le comment, mais le pourquoi restait enfoui dans la psyché tordue de l'imposteur. L'identification formelle des corps a confirmé qu'il s'agissait bien de la famille Meyergue. L'homme identifié comme Marcel Varin avait sur lui une lettre, protégée dans une pochette plastique scellée. Une lettre de confession ou de délire qui allait peut-être éclairer les enquêteurs sur les motivations de ce geste fou. L'enquêteur a saisi la lettre avec des gants, conscient qu'il tenait le dernier morceau du puzzle de cette tragédie strasbourgeoise. L'analyse de la lettre et des journaux intimes a permis de comprendre que Marcel Varin n'était pas un simple escroc. Il était persuadé d'être un sauveur, un messie noir venu libérer la famille de la corruption du monde moderne. Il avait choisi les Meyergue non pas par hasard, mais parce qu'ils représentaient pour lui la perfection bourgeoise qu'il fallait préserver dans la mort, figeant leur pureté avant qu'elle ne soit souillée par la vie. C'était un crime idéologique, une folie partagée imposée par la terreur. Ainsi, le journal caché par une adolescente courageuse a permis, 20 ans plus tard, de rendre leur nom aux victimes et de leur offrir une sépulture digne. Emma, par ces mots, avait vaincu l'oubli que Marc avait voulu leur imposer. La maison de la Robertsau ne serait plus jamais une simple bâtisse à rénover, mais le mausolée d'une histoire vraie qui dépasse la fiction en horreur. L'autopsie des 5 corps, pratiquée à l'Institut médico-légal de Strasbourg, a révélé une chronologie de la mort bien plus complexe et perverse que la simple thèse du suicide collectif simultané. Les médecins légistes ont déterminé que Sophie, Lucas et Emma étaient décédés plusieurs heures, voire une journée entière avant Jean et Marc. Les analyses toxicologiques ont confirmé la présence massive de pentobarbital dans leurs organismes, un anesthésique puissant utilisé pour l'euthanasie vétérinaire. Ils ont vraisemblablement perdu conscience pendant le fameux dîner de la soupe, glissant dans le néant sans douleur mais sans consentement. Leur corps avait été soigneusement allongé sur des matelas de camping, les mains croisées sur la poitrine, dans une posture de repos éternel qui contrastait avec la violence de l'acte. Ce qui a le plus choqué les enquêteurs, c'est l'examen des corps de Jean et de l'imposteur Marcel Varin. Contrairement au reste de la famille, ils ne présentaient pas de traces de sédation immédiate. Leurs poumons contenaient de la poussière de béton, indiquant qu'ils étaient encore vivants et actifs pendant la construction finale du mur qui allait devenir leur tombeau. Cette découverte a validé l'hypothèse la plus terrifiante. Jean, l'architecte de talent, n'a pas seulement été une victime passive. Sous l'emprise totale de son gourou, il a activement participé à l'élaboration et à la fermeture de la crypte familiale, scellant le destin de sa femme et de ses enfants avant de se condamner lui-même. La lettre retrouvée sur Varin, protégée de l'humidité par son emballage plastique, s'est avérée être un document de 20 pages, un mélange indigeste de philosophie nihiliste et de délire paranoïaque. Varin y expliquait que le monde extérieur était infecté et que le seul moyen de préserver la pureté de la famille Meyergue était de les soustraire au temps et à la société. Il ne s'agissait pas de haine, écrivait-il, mais d'un acte d'amour absolu. Il se décrivait comme le berger guidant son troupeau vers un sanctuaire imprenable. Ses écrits ont permis aux psychiatres criminels de dresser le profil d'un psychopathe narcissique à tendance sectaire, capable d'induire une folie à deux chez un sujet fragilisé comme Jean. L'analyse technique de la cachette a démontré le génie macabre de Jean mis au service de la folie de Varin. Le mur n'était pas un simple empilement de parpaings, mais une structure complexe, conçue pour se verrouiller de l'intérieur. Jean avait conçu un système de blocage utilisant la gravité et des scellements chimiques à prise rapide. Une fois la dernière pierre posée de l'intérieur, il devenait impossible de l'ouvrir sans outils lourds. C'était l'œuvre ultime d'un architecte qui avait perdu la raison, construisant une forteresse imprenable non pas pour protéger la vie, mais pour sanctuariser la mort. Les enquêteurs ont également découvert, en fouillant les vêtements de Jean, les clés de la maison et les passeports de toute la famille, confirmant définitivement qu'il n'avait jamais quitté les lieux. Plus glaçant encore, Jean avait dans sa poche le collier de chien de Lucas, le petit frère d'Emma. Cela suggérait un niveau de culpabilité ou de remords torturé dans ses derniers instants.
Avait-il réalisé l'horreur de ses actes alors que l'oxygène commençait à manquer dans l'espace confiné? Les griffures retrouvées sur la face interne du mur, près de l'endroit où gisait Jean, laissaient penser à une tentative désespérée et tardive de sortie, un réveil brutal de la conscience alors que la mort approchait. Le rôle d'Emma à travers son journal est revenu au centre de l'enquête lors de l'analyse des derniers jours. Les policiers ont compris qu'elle avait senti le piège se refermer sans pouvoir en comprendre la mécanique exacte. Ses descriptions des travaux à la cave, qu'elle pensait être liées à l'humidité, étaient en réalité les préparatifs de leur exécution. Varin avait manipulé la perception de chacun. Pour Jean, c'était un sanctuaire. Pour les enfants, c'était des rénovations. Pour Sophie, c'était une punition. Chaque membre de la famille vivait dans une réalité différente, orchestrée par un seul homme. L'enquête a permis de retracer le parcours de Marcel Varin avant son arrivée chez les Meyergues. Il avait passé des années à repérer des cibles potentielles, cherchant des familles aisées mais émotionnellement fragiles. Jean, qui traversait une dépression silencieuse, liée à une crise de la quarantaine et des doutes professionnels, était la proie idéale. Varin l'avait approché dans un café, feignant une rencontre fortuite, et avait tissé sa toile en quelques semaines, exploitant chaque insécurité de l'architecte pour se rendre indispensable. Il ne cherchait pas l'argent pour l'argent, il cherchait le pouvoir total, le droit de vie et de mort. Les archives bancaires ont montré que l'argent retiré par Jean n'avait pas été volé par Varin. Les billets ont été retrouvés dans la cachette, pourrissant dans des sacs poubelles au pied des cadavres. Cela détruisait le mobile crapuleux classique. Varin n'était pas un escroc financier, c'était un destructeur de monde. La somme représentait simplement le délestage des biens matériels, une étape nécessaire dans son rituel de purification. Cette absence de cupidité rendait le crime encore plus effrayant, car il échappait à la rationalité du profit. La révélation que Jean avait aidé à tuer sa propre famille a provoqué une onde de choc parmi ses anciens collègues et amis. Comment cet homme doux, cultivé et aimant avait-il pu se transformer en monstre par procuration? Les psychologues ont expliqué le phénomène de l'emprise mentale, comparant la situation à celle des membres de sectes destructrices. Jean n'était plus lui-même. Sa personnalité avait été effacée et remplacée par la volonté de Varin. C'était une forme de meurtre psychique qui avait précédé le meurtre physique. Le journal d'Emma contenait une dernière phrase, écrite dans la marge d'une page précédente, que les experts en écriture avaient initialement manqué. « Si on ne revient pas, regardez en bas ». C'était un message cryptique, peut-être ajouté à la hâte, alors qu'elle entendait son père l'appeler pour le dîner fatal. Cette phrase prouvait qu'elle avait une intuition extraordinaire du danger, une clairvoyance qui, tragiquement, n'avait pas suffi à la sauver. Elle avait tenté de laisser une carte au trésor pour retrouver leur corps, refusant de disparaître dans l'anonymat. Les médecins ont estimé que Jean et Marc avaient survécu environ 6 heures après la fermeture du mur, dans le noir total, écoutant le silence de leurs victimes. C'est durant ces heures que la dynamique a dû changer. Les traces de coups sur le visage de Varin, antérieures à la mort mais postérieures à l'entrée dans la cachette, suggéraient une altercation finale. Peut-être que Jean, voyant ses enfants morts, avait eu un sursaut de rage avant de succomber lui aussi aux effets du manque d'oxygène ou du poison qu'ils avaient fini par ingérer. L'affaire Meyergues a forcé la police à réexaminer d'autres disparitions inexpliquées dans la région, cherchant la signature de Marcel Varin. Avait-il fait d'autres victimes avant de jeter son dévolu sur cette famille? Quelques dossiers de départ volontaires, suspects, ont été rouverts. Mais sans le témoignage d'un survivant ou un journal intime, il était difficile d'établir des liens formels. Varin a emporté ses autres secrets dans la tombe, laissant derrière lui une traînée de doutes. Le mystère de la chambre close de 1995 était enfin résolu. Mais la solution était pire que toutes les spéculations. Il ne s'agissait pas de magie, ni de fuite, mais d'une construction architecturale de la mort. La maison, conçue pour abriter la vie, avait été retournée contre ses habitants, devenant l'arme du crime. Les murs qui devaient les protéger les avaient étouffés, une perversion ultime de la fonction même d'un foyer. La culpabilité des autorités, qui avaient bâclé l'enquête initiale, a été pointée du doigt par la presse. Si la police avait pris au sérieux les signalements du facteur ou analysé correctement la maison avec des chiens pisteurs à l'époque, ils auraient peut-être trouvé les corps frais.
ou même interrompu le processus si l'alerte avait été donnée plus tôt. Cette tragédie a entraîné une réforme des procédures concernant les disparitions inquiétantes en France, imposant des vérifications plus poussées même en cas d'apparente absence de violence. La famille Meyergue, réunie dans la mort et dans l'infamie, est devenue un cas d'école pour les criminologues. C'est l'exemple parfait et terrifiant de la vulnérabilité d'une famille normale face à un prédateur manipulateur. Varin n'avait pas besoin d'armes à feu ou de couteaux. Ses armes étaient les mots, la séduction et l'isolement progressif. Il a démontré qu'on pouvait tuer une famille entière sans verser une goutte de sang, simplement en tordant l'esprit du père. Au milieu de cette horreur, la figure d'Emma a émergé comme une héroïne tragique. Son refus de se soumettre totalement, matérialisé par l'écriture clandestine de son journal, a été l'acte de résistance qui a finalement vaincu Varin. 20 ans plus tard, c'est sa voix d'adolescente qui a brisé le mur du silence. Elle a empêché que l'histoire racontée soit celle d'une fuite lâche, rétablissant la vérité d'une prise d'otage domestique. Les scellés sur la maison ont finalement été levés une seconde fois, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une maison mystérieuse, c'était un charnier identifié. Les murs abattus, la cave éventrée, tout rappelait la violence de la découverte. L'odeur de renfermé qui s'était échappée de la cachette semblait imprégner les lieux pour l'éternité, un parfum de mort que même les courants d'air ne pouvaient dissiper. La question de la responsabilité de Jean est restée un sujet de débat douloureux. Était-il un monstre ou une victime? La justice humaine ne pouvait plus trancher, mais l'opinion publique oscillait entre pitié et horreur. Il avait tué ceux qu'il devait protéger, mais il l'avait fait en étant persuadé de les sauver, l'esprit brisé par un manipulateur expert. C'était la tragédie grecque transposée dans la banlieue strasbourgeoise. La découverte des corps a également mis fin aux espoirs des membres éloignés de la famille, qui espéraient encore secrètement un signe de vie depuis l'étranger. Le deuil, suspendu pendant 2 décennies, s'est abattu sur eux avec une violence brutale. Ils ont dû organiser des obsèques pour 5 cercueils, une cérémonie lugubre sous la pluie alsacienne, clôturant un chapitre qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Alors que les techniciens quittaient définitivement les lieux, emportant les dernières preuves, le silence est retombé sur la maison de la Robertsau. Mais ce n'était plus le silence de l'attente, c'était celui de la fin. L'histoire était dite, les fantômes avaient parlé, et l'horreur pure de la vérité avait remplacé le frisson du mystère. L'impact médiatique de la découverte en 2015 a été cataclysmique, dépassant largement les frontières de l'Alsace pour faire la une des journaux nationaux et internationaux. Les titres racoleurs sur « La maison de l'horreur » et « Le gourou du grenier » ont inondé les kiosques, attirant une foule de curieux morbides devant la grille de la propriété. Des journalistes ont campé devant la maison pendant des semaines, filmant les allées et venues des enquêteurs, cherchant à interviewer les voisins qui, 20 ans plus tôt, n'avaient rien vu. Ce voyeurisme a ajouté une couche de douleur pour les proches survivants, obligés de revivre le drame sous les projecteurs crus de l'actualité. Les nouveaux propriétaires, le couple d'architectes parisiens, se sont retrouvés piégés dans un cauchemar immobilier et émotionnel. Ils avaient acheté un projet de vie et se retrouvaient possesseurs d'une tombe. Impossible pour eux d'imaginer vivre là où une famille entière avait été méthodiquement exterminée et emmurée. Ils ont tenté d'annuler la vente pour vice caché, arguant que la présence de cadavres dans les murs constituait un défaut substantiel, rendant le bien impropre à sa destination. La bataille juridique qui s'en est suivie a été longue et complexe, la jurisprudence sur les maisons hantées, où les scènes de crime étant floues en France. La maison elle-même est devenue un symbole maudit pour le quartier de la Robertsau. Les riverains ont lancé une pétition pour que la bâtisse soit rasée, ne voulant plus de ce rappel constant de l'horreur au milieu de leur rue paisible. Ils se sentaient coupables, se demandant comment ils avaient pu laisser cela arriver à quelques mètres de chez eux. Comment n'avaient-ils pas entendu les travaux de maçonnerie nocturne? Comment n'avaient-ils pas perçu la détresse d'Emma? La culpabilité collective a soudé le voisinage dans un silence gêné, chacun évitant de regarder la maison vide. Le journal intime d'Emma a été publié sous forme de livre 1 an après la découverte, avec l'accord des ayants droit, les bénéfices allant à des associations de protection de l'enfance. Il est devenu un best-seller poignant, étudié par des psychologues et des sociologues comme un témoignage unique sur l'emprise mentale. Le texte brut, sans filtre, de l'adolescente
a touché le cœur de millions de lecteurs. Emma est devenue, à titre posthume, la porte-parole de toutes les victimes silencieuses de violences intrafamiliales, sa voix résonnant bien au-delà des murs qui l'avaient emprisonnée. Les analyses psychiatriques post-mortem de Marcel Varin ont continué de fasciner les experts. On a découvert qu'il avait eu une enfance marquée par l'abandon et la violence institutionnelle, ce qui ne l'excusait pas, mais expliquait sa soif pathologique de contrôle et de destruction de la cellule familiale parfaite. Il haïssait ce qu'il ne pouvait pas avoir, et son but ultime était de figer cette perfection dans la mort pour la posséder éternellement. C'était un collectionneur d'âmes, et les Meyergues ont été sa collection finale, son chef-d'œuvre macabre. Finalement, après 2 ans de procédure, la mairie de Strasbourg a pris une décision radicale face à l'impossibilité de revendre ou d'habiter la maison. Le terrain a été racheté par la municipalité pour €1 symbolique. Les bulldozers sont arrivés un matin de printemps pour démolir la structure. Contrairement aux travaux de rénovation de 2015, cette fois, le bruit des engins a été accueilli avec soulagement par le voisinage. Voir les murs tomber, c'était voir le mal s'effondrer physiquement. Une catharsis nécessaire pour tourner la page. Lors de la démolition, une attention particulière a été portée à la cave et aux fondations pour s'assurer qu'aucun autre secret n'était enfoui. Le béton armé du sanctuaire a été le plus difficile à briser, résistant jusqu'au bout comme s'il était imprégné de la volonté maléfique de son constructeur. Une fois le terrain nu, il ne restait plus qu'une cicatrice de terre battue au milieu des jardins soignés, un vide visuel marquant l'absence de la famille Meyergues. À la place de la maison maudite, la ville a décidé de ne rien reconstruire. Ils ont aménagé un petit parc commémoratif, un square simple avec 5 arbres plantés, un chêne pour Jean, un tilleul pour Sophie et 2 cerisiers pour les enfants, plus un arbre isolé pour symboliser la mémoire blessée du quartier. Aucune plaque ne mentionne Marcel Varin. Son nom a été effacé de la géographie des lieux. On lui a refusé la postérité qu'il recherchait à travers son crime. Seules les victimes ont droit de citer dans ce jardin du souvenir. Les cendres de la famille Meyergues ont été inhumées dans le caveau familial d'un village voisin, loin de cette maison qui avait causé leur perte. Lors de la cérémonie, une amie d'enfance d'Emma, devenue adulte et mère de famille, a lu un extrait du journal. « Je voudrais être un oiseau pour voler au-dessus des murs ». Cette phrase simple a arraché des larmes à l'Assemblée. Emma avait enfin pris son envol, libérée de la pesanteur de la peur et du béton. L'affaire a laissé une trace indélébile dans la jurisprudence française concernant les disparitions inquiétantes. La loi Meyergues est devenue le surnom informel de nouvelles directives policières imposant des fouilles approfondies avec technologie radar dès les premiers jours d'une disparition familiale inexpliquée. On ne se contenterait plus jamais de supposer une fuite à l'étranger sans preuve tangible. C'était le maigre héritage positif d'une tragédie absolue. La promesse que d'autres ne seraient pas abandonnés aussi longtemps. Le couple d'architectes, bien que traumatisé par l'expérience, a réussi à reconstruire sa vie ailleurs. Ils ont raconté plus tard que cette épreuve leur avait appris à écouter l'âme des maisons. Ils ne regardèrent plus jamais une vieille bâtisse de la même façon, conscients que chaque couche de peinture pouvait cacher une histoire, que chaque cloison pouvait être un secret. Ils avaient été les instruments involontaires de la vérité, ceux par qui la lumière était entrée dans les ténèbres. Dans le quartier, la vie a repris son cours. Les enfants jouent à nouveau dans la rue, passant devant le square sans savoir ce qui s'y trouvait avant. Mais les anciens, eux, se signent parfois en passant devant les 5 arbres. Ils se souviennent du sourire de Sophie, de la politesse de Lucas et de l'intelligence d'Emma. Ils se souviennent aussi de l'homme à la valise en cuir qui est arrivé un jour de pluie et qui a éteint le soleil de cette famille. L'histoire de la famille disparue de Strasbourg est devenue une légende urbaine, racontée aux nouveaux arrivants. Mais contrairement aux histoires de fantômes, celle-ci est terriblement réelle. Elle rappelle que les monstres ne se cachent pas sous le lit, mais parfois ils s'assoient à notre table, mangent notre pain et dorment dans notre chambre d'amis, avec notre bénédiction, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La publication du journal a aussi permis de comprendre les mécanismes de l'emprise, aidant d'autres victimes de manipulateurs pervers narcissiques à ouvrir les yeux avant le drame. Des lettres sont arrivées chez l'éditeur, venant de femmes et d'hommes disant « J'ai lu le livre d'Emma et j'ai reconnu mon compagnon. Je suis parti avant qu'il ne m'emmure. »
Emma, du fond de sa nuit de 20 ans, a sauvé des vies. Aujourd'hui, si vous passez par la Robertsau, vous verrez peut-être ce petit parc paisible. Le vent dans les feuilles des 5 arbres semble chuchoter une histoire de confiance trahie et d'innocence perdue. C'est un mémorial silencieux, non pas de la mort, mais de l'amour qui unissait cette famille avant que le poison ne s'infiltre. Ils sont ensemble, enfin libres, et personne ne pourra plus jamais les séparer ou les enfermer. C'est ainsi que se termine l'histoire des Meyergues, non pas par un point final, mais par une cicatrice dans la mémoire collective. Une cicatrice qui rappelle qu'il faut toujours écouter les silences, surveiller les absences et ne jamais sous-estimer ce qui peut se cacher derrière une porte verrouillée de l'intérieur. L'affaire de la famille Meyergues reste l'un des exemples les plus glaçants de crimes psychologiques de l'histoire criminelle française. Ce n'est pas seulement l'acte de tuer qui horrifie ici, mais la patience, la manipulation et la construction méthodique d'une réalité alternative qui a conduit une famille aimante à creuser sa propre tombe. Le faux oncle n'a pas seulement volé leur vie, il a volé leur volonté, transformant un foyer chaleureux en un mausolée de béton froid, prouvant que le danger le plus mortel porte parfois le masque de la bienveillance familiale. La découverte du journal d'Emma, 20 ans trop tard, agit comme un rappel brutal de la faillibilité des enquêtes traditionnelles face à la perversité humaine. Ces pages jaunies, écrites par une main tremblante d'adolescente, ont triomphé là où la police et la justice avaient échoué. Elles nous enseignent que la vérité a une force propre, qu'elle finit toujours par fissurer les murs les plus épais, même si elle doit attendre une génération pour émerger de l'obscurité. Emma Meyergues n'a pas survécu, mais sa vérité, elle, est immortelle. Merci d'avoir suivi cette histoire difficile et poignante avec nous jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, ou si vous avez des théories sur la psychologie de tels manipulateurs, partagez-les dans les commentaires, c'est important d'en parler pour prévenir de tels drames. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail de recherche et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine enquête sur les mystères oubliés de l'histoire. Prenez soin de vous et de vos proches et gardez l'œil ouvert. À bientôt.